Le colonel-major David Cabré, ministre des Sports sous la transition en 2015, est désormais le nouveau chef d'état-major général des armées. À travers plusieurs décrets, le président du FASO a procédé hier à des réaménagements au sein de la hiérarchie militaire. Le point dans ce journal. Et puis, coup d'État du MPSR, quel pourrait être l'impact sur l'économie nationale? Selon un fiscaliste, la suspension des missions des agents de l'État par les nouvelles autorités va pénaliser le recouvrement des impôts. Il y a aussi la suspension des aides des partenaires étrangers qui reste un grand manque à gagner pour le budget. Les détails à suivre tout à l'heure. Coup d'arrêt pour les étalons du Burkina Faso, battus hier 3-1 par les Lions de la Teranga en demi-finale de la CAN. Kamou Malo et ses poulains vont désormais tenter de se consoler avec la 3e place lors du match de classement. Ce sera contre le perdant de la 2e demi-finale qui se joue ce soir et qui oppose le Cameroun à l'Égypte. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Hier 2 février, le chef de l'État, à travers plusieurs décrets, a procédé à des réaménagements au sein de la hiérarchie militaire. Ainsi, le colonel-major David Cabré a été nommé chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le général Gilbert Ouedraogo, démis de ses fonctions lundi dernier. Le nouveau patron de l'armée est bien connu des Burkinabés, puisqu'il a été ministre des Sports sous la transition en 2015. Et le nouveau CMGA sera secondé par le colonel-major Célestin Saint-Pourré. L'armée de terre, elle sera désormais dirigée par le colonel-major Adam Néré en remplacement du colonel-major Gilles Bationo. Et bien voilà, le lieutenant-colonel Évrard Somda, précédemment commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie, est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, elle est désormais commandée par le lieutenant-colonel Naon Daba. Voilà pour ce qui est des réaménagements au sein des forces armées nationales. Les autres mesures du chef de l'État sont la réouverture des frontières terrestres et la levée totale du couvre-feu. Il a également été procédé à la dissolution des conseils des collectivités territoriales qui sont mises sous délégation spéciale. Autre information importante, c'est la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana par la justice militaire hier, mercredi 2 février. Il s'agit de l'officier supérieur qui avait été déposé à la MACA le 14 janvier dernier pour tentative de coup d'État. Voilà pour ce qui est des informations. Bref, justice toujours avec la reprise du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Hier, l'audience a débuté avec les plaidoiries. La partie civile qui a ouvert le bal a fait mention du rôle joué par la France et certains pays africains dans cet assassinat. Les précisions de Benjamin Kwame. Maître Ferdinand Nzepa, Maître Anta Guissé, Maître Ambroise Farama et Maître Olivier Badolo étaient les 4 à démarrer les plaidoiries devant le tribunal. C'est le moment pour les familles de connaître exactement ce qui s'est passé le jeudi 15 octobre 1987. Fait savoir d'abord Maître Nzepa, l'avocat de la partie civile, aimerait qu'au nom de la vérité, Blaise Compaoré soit là. On aurait aimé qu'au soir de la vie de Blaise Compaoré, qu'il soit là pour affronter le regard des 13 familles qui attendent que justice soit rendue depuis 34 ans. Lâche-t-il. Alors qu'on racontait ça et là qu'il était prévu que Thomas Sankara soit juste arrêté, l'avocat, citant Jean-Baptiste Placard, dans une interview avec Blaise Compaoré, pose cette interrogation. Qui a donné l'ordre de tuer Thomas Sankara? Blaise dira aux journalistes que c'est effectivement dans l'optique de l'arrêter et opposait un refus qu'il a été tué dans la fusillade. Thomas Sankara aurait même vidé un de ses chargeurs sur un gendarme. Le seul tué ce jour, selon lui. Un argumentaire que tente de démonter la partie civile. C'est pourquoi elle justifie le cadre juridique dans lequel
est intervenu ce drame. Nous avons essayé donc de revenir sur les éléments constitutifs des différentes infractions pour lesquelles les accusés sont poursuivis. Parce qu'il y a un principe qui veut en droit que personne ne puisse être condamné pour une infraction si cette infraction n'a pas été préalablement établie par la loi. Donc nous avons essayé effectivement au cours de cette première journée de définir en fait ce cadre juridique, de dégager toutes les problématiques du droit. Et nous avons enfin terminé par comment se fait la collecte des preuves. En parlant du drame du 15 octobre, Maître Anta Guissé vient à son tour rappeler les infractions et les charges retenues contre les accusés. Attentat à la sûreté de l'État, complicité d'attentat. Anta Guissé soutient que le complot et l'attentat sont intrinsèquement liés. Tout a été bien préparé avant cette date du 15 octobre. Maître Olivier Badolo en veut pour preuve la manière dont l'assassinat est intervenu. Les 13 personnes ont été mitraillées. Les corps, moins d'1 mètre sous terre au départ. Au-delà de ces éléments, il y a l'aveu et les témoignages, sans oublier les ouï-dire. Le président du tribunal doit être très prudent, mais aussi prendre en compte tous les témoignages recueillis qui corroborent avec la déduction ressassée, fait savoir l'avocat de la partie civile. Et Maître Ambroise Farama de conclure que... Et ce que nous avons démontré donc d'abord ce soir, c'est de montrer que en réalité, tous les débats qu'il y a eu durant 3 mois visaient à réunir des éléments ou des indices de preuves qui vont permettre donc d'asseoir la culpabilité des différents prévenus. Mais alors, à qui profite l'assassinat de Thomas Sankara? S'interroge l'homme de droit. Ici, c'est le rôle de la France avec François Mitterrand, la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny et la Libye avec Mohamed Kadhafi qui sont cités. À l'international, comme au niveau national, on reprochait à Thomas Sankara sa dérive droitière, indique Maître Ferdinand Zepa. Puis s'ensuit une série d'interrogations. Est-ce une dérive droitière quand Thomas Sankara met en exergue la probité, quand il demande une justice véritable pour tous, quand il dit non à la corruption qui freine le développement du pays? Est-ce une dérive droitière quand Thomas Sankara révolutionne le style vestimentaire des Burkinabés, un logement pour chacun? L'avocat décline alors que ceux qui ont assassiné Thomas Sankara et ses compagnons lui reprochaient simplement de trop serrer la ceinture. Ils voulaient que Thomas Sankara desserre, selon ses propres termes, pour assouvir leur soif de jouissance continue. L'avocat de la partie civile dira en fin de compte, indexant à nouveau le rôle de Blaise Compaoré dans cet assassinat, que ce dernier avait une maladie contre Thomas Sankara qu'il a appelé le sankariste. Tout simplement parce que Blaise Compaoré n'avait pas l'aura, le charisme du capitaine Sankara. Les audiences se poursuivent ce jeudi 3 février avec les infractions qui concernent chaque accusé. À présent, cette question, quel pourrait être l'impact du coup d'État sur l'économie nationale? Après sa prise du pouvoir, le MPSR a pris plusieurs mesures, dont la suspension des séminaires et ateliers et surtout des missions des agents de l'État. Selon un fiscaliste que nous avons interrogé, la suspension des missions va certainement pénaliser le recouvrement des impôts. Cela ajouté à la suspension des aides des partenaires étrangers à cause du changement du régime par la force, c'est l'économie qui risque de prendre sur le coup. Explication, Maxime Ilbodo. C'est une circulaire qui oriente désormais l'exécution du budget de l'État, exercice 2022. Elle est adoptée par les autorités en charge des affaires courantes au lendemain de la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dans cette note, il ressort que le budget ne couvre plus les dépenses relatives aux ateliers, aux formations ainsi que les missions. Des mesures prises pour rationaliser les dépenses de l'administration publique, mais attention, prévient le fiscaliste Tidiane Kaboré, ces décisions ne sont pas sans conséquence sur le recouvrement des finances. Certains services des impôts risquent même d'être paralysés. Nous sommes dans l'administration, les gens ne peuvent pas se lever comme ça en train d'aller pour les couvrir en fait en dehors de leur territoire habituel. Il faut effectivement des ordres de mission
Et tout ça, s'ils partent sur le terrain, il faut effectivement qu'ils soient logés, il faut qu'ils soient un certain nombre de choses qu'il faut effectivement... Donc, ça veut dire que si on va l'analyser de façon rigoureuse, ça veut dire qu'on peut effectivement soit ajourner en fait des recettes pour le même perdre des recettes, alors qu'on en a besoin justement pour financer les dépenses en fait qui sont éligibles ici dans la circulaire, comme les dépenses de santé, les dépenses au profit des forces de défense et de sécurité. Mais je pense bien que peut-être les dépenses qui seront liées voilà, justement au régime des recettes ou autres, peut-être quand ça va arriver au Trésor, peut-être que ça pourrait être géré au cas par cas. Avant d'ajouter qu'il est trop tôt pour déterminer les effets du coup d'État sur l'économie. L'instabilité du pays peut affecter les indicateurs économiques comme le taux de croissance du PIB. Le ministère en charge de l'économie et des finances devra aussi composer avec les sanctions infligées au pays suite au coup d'État du MPSR. Des partenaires et investisseurs annoncent suspendre leur aide. C'est le cas du Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain à hauteur de 260 milliards de francs CFA. Les nouvelles autorités, à travers des réseaux, vont essayer de convaincre ces partenaires-là pour qu'ils puissent effectivement les soutenir, afin que le pays ne sombre pas. Selon Tidiane Kaboré, il n'y a pas pour l'instant d'indices qui puissent amener à l'adoption d'une loi de finances rectificative. Mais le plan national de développement économique et social phase 2 pourrait subir des modifications s'il n'est pas en adéquation avec les orientations des nouvelles autorités. Celles qui étaient portées par ceux qu'ils ont justement dessaisi de la gestion du pouvoir, ils peuvent justement mettre en place des commissions qui vont certainement travailler à leur donner certainement un document de base, en tout cas, qui va donner des orientations sur le développement économique et social du pays. Mais c'est comme on le dit, si déjà on a une idée sur le délai de la transition militaire, ça peut déjà nous donner des orientations sur le document de politique générale, j'allais dire, concernant le développement économique et social. La réaffectation des ressources du pays vers des secteurs prioritaires par le nouveau pouvoir va sans doute bouleverser l'agenda des investisseurs. Pour éviter que le pays ne soit sous perfusion, un accent est mis sur le financement endogène qui constitue déjà 80% du budget de l'État, à en croire notre analyste en fiscalité. Après les différentes missions de la CEDEAO auprès des nouvelles autorités burkinabées pour s'enquérir de la situation nationale, c'est aujourd'hui que les chefs d'État de l'institution sous-régionale se réunissent à Accra pour statuer sur le sort du Burkina Faso. Plusieurs observateurs craignent de nouvelles sanctions beaucoup plus sévères contre le pays, à l'instar de cette organisation dénommée Groupe de citoyens d'appui à l'opérationnalisation de la transition qui demande à la CEDEAO d'être plus clémente à l'égard du Burkina Faso. Abdul Karim Banda et Archimède Boy. Le groupe de citoyens d'appui à l'opérationnalisation de la transition plaide pour un accompagnement responsable de la transition au Burkina Faso. Une période que Loukman Sawadogo et ses camarades fixent à 3 années. Chez nous, dans notre schéma qu'on a publié, on a dit au moins 3 ans. Au moins 3 ans pour donner le temps à la transition, aux autorités qui sont là, de mener leur action. Et je crois que ce n'est pas beaucoup trop comme temps à accorder à la transition, au regard de nos problèmes que nous avons. Il vaut mieux faire, prendre le temps, mieux faire, que de se précipiter, surtout qu'on a une expérience de précipitation. Dans sa gestion de cette période transitoire, le MPSR annonce la mise à l'écart des partis politiques et sa volonté de travailler avec des compétences individuelles. Une décision appréciée par ce groupe de citoyens. Le fait de mettre les politiques à l'écart, ça fait qu'on n'exclut personne. Il y a un processus et dans chaque chose, il y a un mode d'emploi. Dans la mise en œuvre, il y a des principes, il y a un mode d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on recherche l'efficacité. Donc, si vous mettez X, vous ne mettez pas Y, vous allez fausser le jeu. Donc, je pense pour moi que ce sont les partis politiques qui sont mis à l'écart, mais pas les individus. Je crois qu'ils ont précisé que s'il y a des compétences escalitées, ils choisiront des gens pour le faire. Le groupe dit avoir rendu visite la veille à l'ex-président Roch Kaboré pour s'assurer qu'il va bien. Enfin,
Cette organisation demande à la CEDEAO de privilégier le dialogue plutôt que des sanctions qui vont davantage fragiliser le pays en proie déjà à l'hydre terroriste. CAN Cameroun 2021 à présent. Coup d'arrêt pour les étalons du Burkina Faso, battus hier 3-1 par les Lions de la Teranga en demi-finale. Il faut dire que la marche était un peu trop haute pour Kamou Malo et ses poulains qui devront désormais tenter de se consoler avec le match de classement pour la 3e place. Ce sera contre le perdant de la 2e demi-finale qui se joue ce soir entre le Cameroun et l'Égypte. Mais avant, retour sur les temps forts de ce choc et les réactions d'après-match avec l'un de nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Luc Pakbelkem. Rajeunir l'équipe et se qualifier au moins en demi-finale de la CAN, tels étaient les objectifs assignés par la Fédération burkinabé de football au sélectionneur national des étalons, Kamou Malo. Objectif atteint certes, mais le Burkina Faso pouvait mieux faire face au Sénégal en demi-finale de la CAN 2021. Au constat, avec 65% de jeunes et de nouveaux, les étalons sont sortis victorieux face au Gabon et à la Tunisie en 8e et en quart de finale. Mais devant une équipe sénégalaise favorite, on n'aura qu'Edmond Tapsoba, Issa Kaboré, Gustavo Sangaré et Hassan Bandé comme des étalons disputant leur première CAN. Les 65% sont des habitués, donc plus expérimentés. Expérimentés du genre où on ne s'amuse pas avec une star mondiale de football comme Sadio Mané, surtout pas après ce qu'il a fait à un défenseur burkinabé voulant jouer à la star au stade du 4 août. Ce jour, il lui retira la balle sur sa ligne de but et délivra une passe décisive. C'est exactement la même copie qui a été servie sur le deuxième but sénégalais qui a anéanti tous les espoirs burkinabés à cette rencontre. Abdou Diallo avait d'abord profité d'une mésentente de la défense des étalons pour ouvrir le score à la 71e. Sadio Mané, qui était jusque-là écœuré, profite d'une erreur de Issoufou Dayo et délivre une passe à Idrissa Gana Gueye. Le Parisien ne se fait pas prier. Sur l'action, on voit qu'Issoufou Dayo avait mieux et simple à faire que de chercher une protection. 2-0 pour les Lions de la Teranga. Le sursaut d'orgueil des Burkinabés viendra de Bertrand Traoré qui ne s'est réveillé qu'en fin de partie. L'accélération du Villan est suivie d'une passe sur Issa Kaboré qui trouve le genou de Blati Touré pour la réduction du score à la 82e minute. C'est comme ça, lors des grands matchs, il faut rester concentré de la première à la dernière minute. Et voilà, les erreurs, ça se fait cash. On est forcément dessus, mais voilà, il y a une possibilité d'aller chercher une médaille. On est forcément dessus, mais voilà, on va essayer de se remobiliser et aller jouer la 3e place. L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, va se muer en buteur à la 87e sur une action malencontreuse entre Edmond Tapsoba et Blati Touré. 3-1, les Lions de la Teranga dévorent du cheval et filent en finale. Si les Sénégalais disputent leur 3e finale de CAN de leur histoire et la 2e consécutive, les étalons du Burkina calent pour la 3e fois en demi-finale. Les 2 fois ont été face à l'Égypte et la 3e face au Sénégal. Ce soir, nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal beaucoup plus athlétique et surtout beaucoup plus expérimentée. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième mi-temps. Alors, je félicite justement mes garçons pour cette aventure et nous n'allons pas baisser les bras de sitôt parce que quand même, il y a une médaille à aller chercher. Le Burkina Faso attend le perdant de la 2e demi-finale Cameroun-Égypte pour le match de classement qui a été avancé pour ce samedi 5 février à Yaoundé au lieu du dimanche 6 dans le programme initial. Les Burkinabés n'ont pas su exploiter leur chance à cette rencontre puisqu'à 2 reprises, l'arbitre éthiopien a sifflé pénalty et les a annulés après consultation de la VAR. Le portier burkinabé Hervé Kofi, sorti en première période, a été remplacé par Farid Ouedraogo. Son état serait stable et il a même quitté l'hôpital au lendemain du match. La 2e demi-finale, c'est pour ce soir à 19h GMT. Camerounais et Égyptiens
tenteront de décrocher le dernier ticket qualificatif pour la finale. Le perdant de ce choc retrouvera le Burkina Faso pour le match de classement qui se jouera samedi prochain. Les étalons voudront certainement terminer en beauté comme en 2017 où ils avaient fini 3e de cette CAN organisée au Gabon après avoir battu le Ghana lors de la petite finale. Retour sur cette épopée dans le dernier numéro de Rétro CAN. Madizongo. Après la deuxième place en Afrique du Sud en 2013 et la rechute en 2015 en Guinée équatoriale, le Burkina voulait rebondir sur la scène continentale. L'occasion se présente avec la phase finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon. Pour y participer, les étalons doivent batailler dans le groupe D avec l'Ouganda, le Botswana et les îles Comores. Charles Kaboré et ses camarades terminent premiers avec 13 points. En phase finale, le Burkina est dans le groupe A en compagnie du Gabon, de la Guinée-Bissau et surtout le Cameroun. Le 14 janvier, l'ambiance était chaude avant le face-à-face étalons Lions indomptables. Un but partout est le score qui a sanctionné ce choc. Les étalons contraignent les Panthères du Gabon au nul avant de battre le 22 janvier à Franceville la Guinée-Bissau par 2-0. Premier de leur poule, les étalons plument les Aigles de Carthage en quart de finale, 2-0. En demi-finale, ce sont les Pharaons qui se dressent sur la route des Burkinabés. Regarder l'adversaire comme un adversaire très difficile, mais je suis sûr aussi que l'adversaire va regarder le Burkina Faso comme un adversaire très difficile. Donc ça, c'est la guerre de la tactique, c'est la guerre de coach, c'est la guerre de joueurs, guerre amiable. Au terme du temps réglementaire et la prolongation, le score est d'1 but partout. À l'épreuve des tirs au but, le gardien égyptien Hicham Al-Aladari arrête les tirs de Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le 4 février à Franceville, le Burkina conquiert la 3e place en battant le Ghana 1-0. Lorsqu'on est à ce niveau, lorsqu'on a la chance d'être à ce niveau, c'est pour servir d'abord le peuple, pour que le peuple puisse vivre de tels moments. Parce que moi, je vous dis que chaque fois que le Titanien retentit sur un stade, déjà, normalement même, sans attendre les résultats, moi je suis très heureux que le drapeau du Burkina ait pu flotter, que notre hymne retentisse. Et cerise sur le gâteau, si nous avons des résultats. Les gens disent, ah, incroyable, président. Oh, vous avez une équipe formidable. Comme en 2013, les étalons ont eu droit à un accueil populaire à leur retour au pays. On change complètement de cap et nous parlons culture avec la cérémonie de distinction des acteurs culturels dénommée 12 PCA. Entendez par là personnalité culturelle de l'année. Précédemment prévu pour le 28 janvier dernier, les organisateurs avaient dû reporter la date de l'événement à cause du putsch intervenu quelques jours plus tôt. Passé le brouillard, la cérémonie peut désormais se tenir et ce sera demain, vendredi 4 février. Abdou Aziz Sari. Empêché le 28 janvier dernier du fait du couvre-feu instauré par les nouveaux tenants du pouvoir, la soirée des 12 personnalités culturelles de l'année va finalement se tenir le 4 février prochain. Le couvre-feu est certes toujours en vigueur, mais il est passé de 21h à 24h. Si on regarde donc justement du fait que déjà nous sommes face à des exigences de temps et surtout face à un pouvoir justement qui est très friand en matière de temps et surtout aussi le couvre-feu justement aidant justement afin que nous soyons rigoureux. Donc nous avons donc unanimement décidé de commencer le 4 février de 19h à 22h30 à tout casser. Le responsable artistique va nous donner tous les détails, comment faire justement pour atteindre justement cette heure-là. Mais je pense que tout le chronomètre a été dressé vraiment au pain fin. Donc voilà un peu la nouvelle date et on espère très bien que c'est la toute dernière date pour cette décennie. Le comité d'organisation rassure, toutes les cartes d'invitation portant l'ancienne date sont toujours valables.
On a certes ajouté de nouveaux cartons pour certains qui n'avaient pas eu, parce qu'il y a d'autres qui se sont plaints du fait qu'ils n'ont pas eu d'autres cartons d'invitation. Mais les cartons d'invitation, il y en a encore quelques-uns. Donc les cartons d'invitation du 28 janvier 2022 sont toujours valables. Donc ces personnes qui les ont peuvent justement y venir. Mais le plus important, c'est maintenant d'être à l'heure. Vous savez, c'est sous forme de gala. On n'a jamais eu l'habitude de le faire avec les tables et les chaises, un peu sous forme d'apéro gala, avec justement les prestations des artistes. Nous sommes à l'extérieur, donc nous avons encore une contrainte de temps. Donc on demande effectivement aux uns et aux autres qui ont eu la chance d'avoir des cartons d'invitation d'être vraiment là à l'heure. C'est vendredi et le samedi, on ne travaille pas. Pour cette édition qui marque les 10 ans des 12 PCA, 24 trophées au total seront décernés. Après 3 années de mise en œuvre, les acteurs du projet Service sanitaire pour la promotion sociale et les droits des femmes et des enfants font une halte pour évaluer les réalisations menées et les résultats atteints. Dans son volet planification familiale, le projet travaille à la promotion de l'utilisation des méthodes contraceptives. Objectif, réduire le taux de croissance démographique à environ 2,2% d'ici 2030 au Burkina Faso. Maximile Bédou. C'est un projet qui, à lui seul, prend en compte le renforcement de l'offre des services d'actes civils, la promotion de la planification familiale et l'amélioration des droits des femmes et des enfants. Mise en œuvre dans les régions du centre-sud et du plateau central, le projet a permis à près de 31 240 enfants d'être enregistrés dans la base de données des mairies selon les initiateurs. Aussi ressort-il que plusieurs agents de santé sont outillés en vue de rehausser les indicateurs de la santé sexuelle et reproductive dans les zones concernées. On a augmenté de plus de 12% le taux de personnes qui accèdent aux services de planification familiale dans les 3 régions, au niveau des CSPS qu'on a ciblés. Pour le côté état civil, on a augmenté autour de 15% le taux d'enregistrement dans le délai légal dans les sites d'intervention du projet dans les 3 régions. Et aussi du côté prévention des violences basées sur le genre, on a beaucoup augmenté la reconnaissance des violences basées sur le genre qui existent au Burkina. Le rythme d'accroissement a légèrement baissé et est passé à 2,93%. Cela témoigne de l'impact des différentes actions menées et nous motive à redoubler d'efforts pour la capture du dividende démographique. Toute chose qui nous permettra un développement socio-économique, notamment en matière d'éducation, la santé, l'économie, la lutte contre la pauvreté, le respect du genre de la femme et de la jeune fille. Face à la réticence de certaines communautés sur l'utilisation des méthodes contraceptives, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées avec le soutien des leaders coutumiers. Le projet est à son terme cette année, après 36 mois de mise en œuvre, et les acteurs notent des motifs de satisfaction. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance démographique d'environ 2,2% d'ici 2030. Si les populations sont épanouies, si les femmes ne sont plus victimes de violences, si elles arrivent à s'épanouir, à ne pas avoir trop d'enfants à gérer en même temps, qu'elles puissent espacer les naissances, avoir une meilleure santé, assurer une meilleure santé pour leurs enfants aussi, ça permet un développement vraiment de tout le pays. Le projet Services sanitaires, services communaux d'état civil et organisation de la société civile pour la promotion sociale et les droits des femmes et des enfants est financé par l'Union européenne. Il s'inscrit dans le cadre du programme national population piloté par un consortium d'ONG avec en première ligne la fondation Accra. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, si Dieu le veut, pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.